Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire qui portera donc sur les innovations qui permettent de renforcer la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques. Je suis Anouche Bozelg, je suis l'éditrice du portail FinDev en français et nous organisons ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec Microsoft Consulting. Comme on le sait, le changement climatique impose des défis croissants aux agriculteurs. Il affecte leur productivité et menace la sécurité alimentaire mondiale. Pour faire face à ces enjeux, l'adoption d'innovations technologiques et de pratiques agricoles durables est essentielle. Ce webinaire aujourd'hui réunit donc des experts du secteur pour discuter de solutions innovantes qui visent à renforcer la résilience des agriculteurs. Nous nous pencherons tout particulièrement sur les petits exploitants d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous nous pencherons sur les défis qui menacent leurs moyens de subsistance et les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Et enfin, nous nous intéresserons aux solutions que le secteur de l'inclusion financière peut déployer pour renforcer leur résilience, en nous intéressant tout particulièrement au potentiel des InsurTech et des AgriTech. Donc, avant de commencer le webinaire, un petit rappel technique. Donc, il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que vos micros et vos caméras seront muets pendant toute la durée du webinaire. Mais vous pouvez quand même participer en posant vos questions pour les panélistes directement dans le chat. Donc, n'oubliez pas de préciser à quel panéliste vous adressez cette question. Et donc, nous y répondrons pendant la session de questions et réponses à la fin du webinaire. Pour être sûr que tout le monde voit votre question et que vous puissiez échanger entre participants durant le chat, donc n'oubliez pas de sélectionner tout le monde dans le menu déroulant lors de l'envoi de la question. Et l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation PowerPoint seront envoyés par email à tous les participants d'ici quelques jours. Donc avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quatre panélistes. Donc tout d'abord, nous avons Elisabeth Kibitek, qui est consultante en finance inclusive et qui sera la modératrice à l'occasion de ce webinaire. Puis, j'ai le plaisir de vous présenter Massimo Pera, donc responsable principal des agro-entreprises pour la FAO. Nous aurons ensuite Manon Loison, qui est consultante pour Ibiza et qui nous parlera plus donc, du rôle des InsurTech. Et enfin, Pascal Simon, donc, qui est directeur pour Amaranté Consulting et Agricalpay et qui se penchera plus sur le rôle des agritech. Donc, concernant le déroulé du webinaire, donc Elisabeth Kibitek modérera un échange avec nos trois intervenants pendant environ 1 heure. Puis nous terminerons ce webinaire par une session de questions et réponses. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth Kibitek, donc, qui va nous donner un aperçu de l'écosystème de l'agriculture donc dans la région. Elisabeth, c'est à vous. Merci Anouche. L'Afrique de l'Ouest est la première puissance agricole de l'Afrique, mais elle réalise à elle seule un tiers du produit agricole africain. Pourtant, elle est sujette à plusieurs risques climatiques, principalement les petits agriculteurs. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre une fois de plus à nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème quelle innovation pour renforcer la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques en Afrique de l'Ouest. Dans une de ses publications de 2019, Oxfam indique que le nombre de catastrophes liées au climat a triplé en 30 ans. Une augmentation de 1,5% par an des températures mondiales est aussi envisagée d'ici 2030, ce qui pourrait réduire la production agricole de 2% par an. L'Afrique, quant à elle, se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, 50% plus vite d'ailleurs. Et tout cela grâce ou à cause des effets du changement climatique. Ce changement climatique, il se caractérise non seulement par une hausse des températures moyennes, mais aussi par des sécheresses récurrentes, des inondations, la croissance de population de ravageurs, la variabilité accrue des saisons, la dégradation des sols. Et les principaux impacts sont considérables sur l'agriculture, sur la biodiversité, les moyens de subsistance, mais aussi la sécurité alimentaire. Cette crise climatique affecte aujourd'hui 1,5 milliard de petits agriculteurs dans le monde et dont la grande majorité se trouve en Afrique. La Banque mondiale le rappelait dans une de ses publications en 2021 que sans adaptation climatique, jusqu'à 100 millions de personnes supplémentaires
dont en majorité les agriculteurs pourraient tomber dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire vivre avec moins de 1,9 $ par jour d'ici 2030. Donc, en l'absence d'adaptation, les rendements agricoles pourraient chuter de 20 à 50% d'ici 2050 dans la zone Afrique subsaharienne. Et ce sont les communautés les plus pauvres, dont notamment les petits agriculteurs, qui vont en payer le prix. On convient donc que combattre le changement climatique, c'est combattre la pauvreté. Pourquoi? Simplement parce qu'avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des risques liés au climat, la capacité des personnes vivant dans la pauvreté baisse par rapport à la résistance des chocs progressivement. Les communautés pauvres, généralement constituées de petits agriculteurs, sont plus vulnérables parce qu'elles dépendent de la pluie pour faire pousser leurs récoltes, parce qu'elles dépendent, elles aussi, des habitations qui sont généralement mal construites ou alors qui sont situées dans des zones exposées. Et elles ne disposent pas toujours d'assurance ou d'économie pour se reconstruire après des catastrophes. Notre objectif aujourd'hui est d'explorer avec nos invités panélistes les différents types d'innovations qui ont été mises en place et qui peuvent permettre, ou alors qui permettent déjà de rendre les petits agriculteurs plus résilients. Mais avant de commencer, convenons avec Osfam que la vulnérabilité fait référence à des caractéristiques intrinsèques à une communauté ou à un système, à des circonstances particulières qui les affectent et qui les rendent susceptibles de subir des dommages réels en raison d'un risque. Et cette incapacité à développer des stratégies de survie efficaces pour faire face aux risques auxquels ils sont exposés les expose encore plus à la pauvreté et les rend non résilients. La résilience serait donc la capacité pour les êtres humains à réaliser leurs droits et à améliorer leur bien-être malgré les chocs, malgré le stress et malgré l'incertitude. Comment soutenir cette résilience pour les petits agriculteurs donc? Plusieurs options. On peut aller au slide suivant. Plusieurs options sont possibles et combinables, notamment le développement et l'utilisation de la technologie à travers, par exemple, une agriculture de précision, le développement d'offres de services financiers adaptés liés à la problématique climatique, comme de la microassurance climatique, on le verra avec Ibiza tout à l'heure, ou encore des financements verts, comme le proposent certaines organisations comme Mélanine Capital, ou encore d'autres financements disponibles à travers des applications mobiles comme Sharika Pay. Mais il s'agit aussi de renforcer les actions coopératives pour mutualiser les risques, partager les connaissances avec les communautés locales, encourager les partenariats publics-privés, mais aussi les actions des gouvernements et les actions des organisations intergouvernementales comme la FAO. La solution qui semble la plus simple apparaît donc être une combinaison intégrée de technologies, finances inclusives et organisations sociales. Pour en savoir plus, nous allons nous diriger vers nos remarquables panélistes et explorer avec eux ce qui a déjà été mis en place dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Massimo, bonjour Manon, bonjour Pascal. Je vais commencer avec vous, Massimo. Est-ce que vous pouvez nous donner succinctement l'état du secteur agricole en Afrique de l'Ouest? Oui, bien sûr, Elisabeth, et bonjour, bon après-midi tout le monde. Donc, l'Afrique de l'Ouest est une région où l'agriculture est très importante et une région aussi complexe que vaste. On parle d'une région dont la population a été multipliée par 4 au cours des dernières 50 années, plus ou moins. Et cela, ça définit un peu plus pourquoi l'agriculture est un secteur essentiel. Et ici, bon, j'ai mis des données juste pour montrer un peu, pour donner un aperçu, hein. Donc, tout d'abord, l'agriculture est importante en termes d'emploi. Comme vous pouvez voir, là, j'ai mis un peu les pays les plus importants où le niveau d'emploi est assez haut. Il y a des pays comme le Mali et le Nigeria où l'emploi en agriculture arrive vers 70, 80, 90%. Disons, en moyenne, on parle de 35-40% de la population en moyenne en Afrique de l'Ouest est employée dans l'agriculture. En même temps, l'agriculture est très importante pour la création de la richesse dans les pays. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis un peu la contribution de l'agriculture par rapport au PIB.
Et il y a des pays où, comme la Libérie, la contribution de l'agriculture arrive vers 70-75%. En général, on parle en moyenne d'une contribution de 20% du PIB. Ça signifie un cinquième de la richesse produite dans ces pays est produite dans l'agriculture. Et donc, un secteur très important. La carte qu'on peut voir ici en bas à gauche, c'est en fait la carte de l'Afrique subsaharienne. On peut voir ici la dimension, ça c'est très important, la dimension moyenne des terres cultivées par petit exploitant en général destiné à l'agriculture. La dimension moyenne est, disons, entre 2 et 5 hectares. Il y a des régions où c'est un peu plus haut, mais en général, on parle d'une agriculture où la terre est très petite. L'utilisation de la terre est faite par des petits exploitants et ça signifie que c'est plus difficile de faire de l'agriculture commerciale. Il faut ajouter à ça que en termes de rendement, et vous pouvez le voir dans le graphe où on parle de productivité agricole en Afrique et par rapport au monde, que l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, qui est la barre plus à droite, hein, c'est bleu ciel, les rendements en général sont plus bas en Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique du Sud, par exemple, ou au rendement moyen à un niveau mondial, soit pour la banana, manioc, riz et d'autres. Et finalement, les deux pays où la production de cacao est plus importante, il y a aussi une diminution des productions dans ces jours. Donc, ces éléments sont importants pour comprendre combien cette région s'inscrivent dans le secteur de l'agriculture et pourquoi c'est important. Merci. Ok. Je vais rester avec vous, Massimo. Donc, c'est l'agriculture, on l'a compris, est une activité prépondérante dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, mais évidemment, il y a quelques défis qui se dessinaient après votre propos préliminaire. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus en profondeur et nous définir, nous indiquer les défis spécifiques des agriculteurs dans la zone de l'Afrique de l'Ouest? Oui, bien sûr. Bon, je dirais les premiers, c'est le manque d'offres de services financiers et un faible, très faible accès aux services financiers. Tout le monde connaît pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de risques dans l'agriculture, parce que les revenus du secteur agricole, c'est plus bas par rapport aux autres secteurs, mais aussi parce qu'il y a un manque de connaissances des marchés alimentaires agricoles auprès des banques. Et donc, il n'y a pas de service financier pour les petits exploitants, pour les agriculteurs, qui à la fois limite l'accès aux intrants. Si on n'achète pas des intrants améliorés, des semences améliorées, des fertilisants améliorés, on ne peut pas augmenter le rendement. En plus, il y a les risques de production, qui sont risques liés à des catastrophes climatiques ou simplement au changement climatique, comme Elisabeth vient de dire. Et ça limite énormément la production agricole. Et en même temps, il y a le risque lié à la volatilité des prix sur les marchés internationaux. Et aussi, les changements politiques peuvent avoir un impact très fort sur la production agricole. Au-delà de ça, il y a aussi un problème de manque d'infrastructures. On parle ici, on va parler de services numériques, de services digitaux, mais dans les zones les plus remotes, il n'y a aucune possibilité de se connecter à Internet, il n'y a aucun réseau téléphonique. Et il faut avoir davantage des investissements par les gouvernements. Et finalement, il y a un manque d'accès au marché. Donc, il y a un manque des agrégateurs. C'est très difficile de vendre ses propres produits dans les marchés. Et ça est un problème pour les petits exploitants parce que la plupart des produits doivent être vendus sur le marché local immédiatement après la récolte. Et ça signifie que les prix sont plus bas. Donc, tous ces types de problèmes limitent énormément la possibilité de produire davantage, d'expander la production. Et face au changement climatique, face au risque climatique, il y a effectivement aucune ressource ou élément que les petits exploitants peuvent utiliser pour se protéger, pour protéger leur production et pour récupérer l'argent perdu à cause de ces changements climatiques.
Et est-ce qu'il y a des défis spécifiques? On sait que la FAO hein, soutient les agriculteurs de façon générale, mais est-ce qu'il y a des défis spécifiques que les initiatives mises en place par la FAO visent? Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques Oui, minutes? oui, bien sûr. Donc, disons, le problème principal, c'est la durabilité des initiatives. Donc peut-être je vais parler des initiatives plus tard, mais on travaille beaucoup sur l'adoption des nouveaux produits, des nouveaux des, instruments, par exemple, qui nous introduisons à travers les champs écoles paysans. Donc nous faisons de la formation pendant toute la saison de production. On introduit des, des éléments, par exemple, des intrants améliorés ou de la sémence améliorée ou des pratiques améliorées. On introduit et on encourage l'adoption des instruments digitaux pour faire, comme tu étais en train de dire, de l'agriculture de précision. Mais tous ces instruments et toutes ces pratiques euh, ne sont pas durables si, lorsque l'intervention de la FAO termine, il n'y a pas la possibilité d'accéder à des ressources pour acheter ces types de services et ces types d'instruments. Et j'ai vu pas mal de pays les paysans qui utilisaient la semence qu'ils ont été donnés par les gouvernements ou par la FAO avec les gouvernements et ils allaient immédiatement les revendre sur le marché. Parce que pour eux, l'immédiat, c'est faire de l'argent. Et ils vont pas investir sur ce type des entrants s'ils n'ont aucun accès aux services financiers. Donc, c'est pour ça que je dis le premier défi, c'est effectivement donner des services financiers plus adaptés aux besoins et aux nécessités et à la saisonnalité des producteurs agricoles en Afrique. Hmm. Merci, Massimo. Alors, je vais passer à, pardon, à Pascal. Pascal, vous êtes le gérant, le responsable, le directeur de Agriculpé. Et on sait que Agriculpé surfe sur le domaine des services financiers et l'accès aux services financiers est une des premières difficultés que les agriculteurs rencontrent. Est-ce que vous pouvez nous parler de Agriculpé, nous dire ce que c'est et spécifiquement quels besoins satisfait ce service? Oui, tout à fait. Bonjour Elisabeth. Merci au portail FinDev et à MicroSave pour cette invitation à participer à ce panel sur la résilience des agriculteurs. Donc moi, je représente ici aujourd'hui Agricalpay. Agricalpay, en fait, qui est un porte-monnaie électronique qui est destiné aux agriculteurs. Aujourd'hui, on opère au Bénin dans une chaîne de valeur, qui est la chaîne de valeur de l'ananas, et on a vocation à s'ouvrir à d'autres chaînes de valeur au Bénin, mais également dans d'autres pays de la sous-région. Et AgriCalpé, c'est en fait une solution agritech qui utilise des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, la blockchain ou encore le suivi satellitaire, avec pour objectif de sécuriser et accélérer les transactions agricoles pour les agriculteurs, encore une fois. Et en fait, l'objectif de cette solution, c'est de faciliter l'accès aux intrants agricoles, donc l'achat d'intrants par des agriculteurs, mais aussi de numériser les paiements et favoriser aussi l'épargne à terme des agriculteurs. Donc, pour répondre à votre question, Elisabeth, en termes de besoins, en fait, nous, on répond à travers AgriCalpé à plusieurs besoins critiques des agriculteurs. Un des besoins majeurs, c'est l'efficacité des paiements et de toute la chaîne de paiement pour les agriculteurs, depuis l'achat des intrants jusqu'à la vente de leur production aux distributeurs, aux industriels. Donc, avec AgriCalpé, les agriculteurs ils peuvent recevoir leurs paiements rapidement et sans avoir, par exemple, à parcourir de longues distances pour aller encaisser des chèques lorsqu'ils vendent leur production aux industriels. L'objectif aussi, un des besoins auxquels répond AgriCalpé, et encore une fois, le produit a été designé de façon véritablement à répondre aux besoins que nous ont exprimés les agriculteurs lorsque nous les avons rencontrés. Et un des besoins d'AgriCalpé, c'est aussi de pouvoir renforcer la confiance des agriculteurs
dans la chaîne d'approvisionnement parce qu'on a mis en place des contrats intelligents qui sont signés entre les agriculteurs et donc les industriels. Et ça permet d'assurer une certaine transparence et fiabilité des transactions. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'un agriculteur, il peut signer un contrat intelligent et vendre une quantité de production à un prix défini à un industriel à 6 mois, par exemple, et ça donne une certaine visibilité aussi à l'agriculteur en termes d'entrée d'argent, de dépenses, etc. Et cela pour vocation, c'est un autre besoin de faciliter l'accès à un meilleur financement, à des financements plus abordables pour les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, et c'est un des problèmes qu'on observe, beaucoup d'agriculteurs ont du mal, notamment les petits porteurs, à trouver et à avoir accès à des financements à des taux raisonnables. Et donc, Agricalpé a pour vocation à simplifier ce processus. Mm. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs que vous poursuivez à travers Agricalpé? Aujourd'hui, pensez-vous que vous les avez atteints ou êtes-vous sur la voie pour les atteindre? Alors, on espère être sur la voie pour les atteindre. On a vraiment accompli des progrès significatifs depuis le lancement de l'Agricalpé. Aujourd'hui, on a 2000 agriculteurs dans la chaîne de valeur de l'ananas au Bénin qui sont enregistrés sur le produit. Agricalpé. L'utilisation est encore à parfaire, mais on a quand même un certain nombre d'agriculteurs donc, qui sont enregistrés. On a pu réussir à améliorer l'efficacité des transactions agricoles, renforcer aussi l'accès au financement, puisque on est aussi intégré à d'autres partenaires. D'autres partenaires sont plutôt intégrés à la solution Agricalpay. Donc, ça permet à tous ces agriculteurs, ces milliers d'agriculteurs, de pouvoir bénéficier de notre solution. Mais bien entendu, on continue à évoluer, à affiner nos services, notamment en renforçant les partenariats, etc., pour répondre encore mieux aux besoins des agriculteurs face aux défis auxquels ils sont confrontés. Mais en termes d'objectifs, oui, on a pu vraiment avancer. Donc l'idée, c'était vraiment améliorer l'inclusion financière. Et aujourd'hui, donc, on a plus de 2000 agriculteurs, comme je l'ai dit, qui sont enregistrés. On a pu leur permettre de réduire les coûts, leurs coûts d'achat d'intrants, mais aussi les coûts transactionnels grâce au système de paiement optimisé qu'on a pu mettre en place via Agricalpay. Et nous, donc, on a mis en place une mesure via des KPI pour pouvoir vérifier. Et effectivement, donc, l'impact aujourd'hui est assez significatif, mais il y a encore pas mal de travail à effectuer pour pouvoir améliorer tout ça. Ok. Et c'est quoi la territorialité des 2000 agriculteurs que vous avez déjà dans votre portefeuille? Où sont-ils Alors, basés? donc, oui, donc ce sont des agriculteurs qui sont au Bénin et qui opèrent exclusivement dans la chaîne de valeur donc, de l'ananas. Ok. Donc, ils se situent plutôt dans la zone sud et centre du pays. Donc, comme le disait Massimo, on est confronté aussi à certains problèmes pour ces agriculteurs, donc d'accès à l'infrastructure, etc. Et donc, les Agricalpay en tant que solution, c'est une solution qui peut fonctionner aussi de manière offline. Et on utilise aussi des technologies simples, donc notamment l'USSD, qui permet aux agriculteurs, même quand ils sont dans des zones retirées, de pouvoir effectuer des transactions ou de pouvoir effectuer des opérations, même lorsque la connectivité, etc., n'est pas forcément bonne. Donc, on a essayé de mettre tout ça en place justement pour tenir compte de la réalité dans laquelle opèrent aujourd'hui ces agriculteurs. Ok. Merci beaucoup. Alors, Manon, est-ce que Ibiza évolue toujours dans le secteur des services financiers? Parce que Ibiza propose de l'assurance. Y a-t-il d'autres services que Ibiza a développés et qui sont orientés vers les agriculteurs, notamment les petits? Oui, merci Elisabeth et bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, donc moi je représente Ibiza aujourd'hui. Donc Ibiza est ce qu'on appelle une insurtech. Ça a été lancé en 2019. Donc plus clairement, on est une plateforme technologique basée sur de l'assurance climatique qui conçoit et gère des produits d'assurance paramétrique qui se veulent abordables en utilisant donc les données satellites et qui permettent
d'assurer des populations vulnérables face aux risques climatiques. Donc aujourd'hui, nous, on constitue des produits, on constitue ce qu'on appelle des capacités. Et en fait, ces produits, après, sont vendus par les assureurs. Donc nous, on est vraiment en partenariat fort avec les assureurs. On est basé au Luxembourg, mais on opère sur 4 continents et on a des équipes au Sénégal, au Kenya, en Inde. Donc voilà, on est présent sur différents territoires. On offre des produits qui sont vraiment adaptés aux différents risques climatiques, donc les typhons, les sécheresses, les excès de pluie, ou même le stress thermique. Je le présenterai un peu plus tard, c'est un de nos nouveaux produits qui affecte l'élevage et même la santé humaine. Si on peut passer sur la slide suivante. Voilà. Et ce qui distingue vraiment Ibiza, hein, c'est ce que je disais, c'est l'assurance paramétrique. Donc là, vous voyez dans un schéma un petit peu disons l'assurance traditionnelle et l'assurance paramétrique. Et donc Ibiza s'appuie sur ces images satellitaires et ces données satellitaires pour déterminer la fréquence et l'intensité des événements climatiques. Et lorsque ces événements dépassent un seuil prédéfini dans la police d'assurance et dans le modèle de risque, il y a une indemnisation qui est déclenchée de manière automatique et rapide, sans aucune complexité de démarche pour l'assurer. Ce qui permet quand même sur des populations vulnérables, sur des petits éleveurs, des petits agriculteurs, de recevoir très rapidement effectivement une indemnité pour continuer leurs activités. Si on peut également passer sur la prochaine slide. Voilà, donc là, vous avez vu une vue un peu plus générale sur voilà, qui on est, sur les pays dans lesquels on opère. Vous voyez qu'on est notamment présent donc, sur les marchés émergents. Pourquoi? Parce que l'accès à une assurance climatique est vraiment limité, alors que ce sont les agriculteurs et les éleveurs de ces régions-là qui sont vraiment les plus exposés aux catastrophes naturelles. Et donc nous, en travaillant avec les assureurs, en essayant de réduire les coûts et en accélérant vraiment les indemnisations, on essaye de permettre à ces populations de faire mieux face au choc climatique. On sait malheureusement que c'est quelque chose qui va augmenter. Et donc aussi d'aider les assureurs locaux, vu que ce sont nos partenaires, à faire face à la vraie réalité de terrain et les populations qui servent. Et je sais que je suis un petit peu en dehors du temps, mais je voulais ici mettre une citation de notre fondatrice et directrice, Maria, qui est espagnole d'origine et qui montre aussi les valeurs intrinsèques qui sont à Ibiza, parce qu'elle, elle vient d'une famille qui travaille dans l'agriculture, dans le sud de l'Espagne, qui cultive des citrons, des oranges, des amandes des amandes. Et elle a été personnellement confrontée au défi de l'assurance traditionnelle, quelque chose qui est lourd, qui dépend vraiment d'un tiers, avec un manque de transparence. Et c'est vraiment ce qui l'a motivée avec nos autres cofondateurs à créer Ibiza. Donc ça, c'est vraiment le point de départ et quelque chose qui est la ligne rouge de tout ce qu'on fait à Ibiza. Merci pour ça. Est-ce que à Ibiza aujourd'hui, vous avez l'impression que l'impact recherché est atteint? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous partager un exemple d'expérience d'un de vos clients ou alors de développement et implémentation de vos services sur le marché de façon Oui, pratique? merci. Oui, merci. Ben, je ferai un peu la même réponse que Pascal. J'espère qu'on atteint nos objectifs, mais bien entendu, la route est longue et on essaye toujours de voir l'impact qu'on a. Donc, encore une fois, hein, Ibiza repose sur un modèle d'assurance paramétrique qui vraiment essaye de révolutionner l'approche traditionnelle de l'assurance. Ça veut dire aussi beaucoup d'explications et d'éducation autour de ce que c'est. Vraiment, d'un point de vue financier, nos solutions, elles permettent aux populations les plus vulnérables, encore une fois, de sécuriser un peu leurs revenus face aux risques climatiques extrêmes, sans avoir à attendre de longues procédures d'indemnisation et de validation des sinistres. Si je peux être un petit peu plus précise pour vous montrer comment ça fonctionne sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, là vous avez un exemple très précis de notre dashboard, donc
notre plateforme. Alors là, on est sur les Philippines, parce que c'est vraiment on va dire notre pays d'origine, là où on a tout démarré. Et donc, vous voyez ici sur toutes les archipels et toutes les îles des Philippines, les sites et les zones qui sont couverts par ce produit Weather Product avec notre partenaire originel Clients. Et là, à côté, vous voyez des zones rouges qui indiquent qu'il y a eu un incident climatique. Dans le cas ici des Philippines, c'est un excès de pluie. Vous voyez les données satellitaires qui sont collectées, l'analyse qu'on en fait, et vous voyez ici un pic qui dépasse cette ligne jaune qui indique qu'un seuil a été dépassé. On appelle ça un trigger, et donc qui nous signifie qu'il va y avoir sur cette zone-là qu'il y a eu un incident et qu'il va y avoir une indemnisation directe. Et donc là, les populations sont indemnisées de manière extrêmement rapide. Dans le cas, par exemple, du typhon Odette en 2021, les populations ont été indemnisées en moins de 10 jours. Mm. Euh, voilà, donc peut-être pour rester dans le temps, si on peut passer sur la prochaine slide. En vérité, Ibiza essaye vraiment de transformer l'assurance en un outil qui est agile, qui est efficace, qui est inclusif et abordable et qui est vraiment capable de répondre aux défis climatiques actuelle. Et encore un point peut-être aussi sur l'innovation, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui et qui permet de maximiser notre impact et d'essayer de garantir une protection toujours plus performante. Je pense que ça pourrait faire le sujet d'un prochain webinaire peut-être complet, mais on parle aussi aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle. Bah, l'intelligence artificielle, elle arrive aussi chez nous. Elle s'intègre de plus en plus dans le domaine des dérivés météorologiques, qui permet d'améliorer la précision des prévisions et les stratégies de gestion de risque. Et donc, c'est devenu un grand outil pour nous pour proposer des produits qui sont encore plus fins, on va dire. Mm. Merci Manon. Avant de passer aux difficultés, Pascal, est-ce que vous avez une expérience que vous pourriez partager avec nous, une expérience de réussite, hein, d'intégration de vos produits, d'utilisation de vos produits par un agriculteur? Alors, effectivement, j'avais une slide avec aussi des Oui, là, témoignages. c'est mon retour d'expérience. On peut échanger, Ouais. Pascal, si tu veux. Mais j'en ai une qui peut être aussi affichée. Donc, Alors, on travaille beaucoup avec les agriculteurs et on essaye d'avoir des retours d'expérience, etc., pour améliorer constamment notre offre. Et c'est vrai qu'on a des retours qui sont aujourd'hui plutôt positifs. On va peut-être pouvoir en parler un peu plus tard, mais c'est vrai que l'adoption de solutions technologiques, c'est pas toujours simple, mais une fois que c'est le cas pour les agriculteurs, ils peuvent s'y retrouver et voir leurs bénéfices. Donc, par exemple, on a eu des retours d'expérience d'agriculteurs dans la chaîne de valeur de l'ananas qui nous ont dit qu'ils voient l'agriculture véritablement comme un outil de gestion de leurs finances. Donc ça va au-delà du simple porte-monnaie électronique que j'ai mentionné en introduction, mais vraiment un outil qui leur permet de pouvoir gérer leurs finances puisqu'ils reçoivent donc de l'argent sur leur porte-monnaie électronique, mais ils ne sont pas obligés, par exemple, lorsqu'ils reçoivent un chèque, d'aller encaisser la totalité de ce chèque. Ils peuvent garder une partie de cette somme dans leur porte-monnaie électronique, donc dans l'AgriCalPay, utiliser ce dont ils ont besoin pour, par exemple, effectuer un achat d'intrants ou d'autres achats, épargner une partie de cette somme, etc. Donc, c'est le type de retour qu'on a eu de la part des utilisateurs de l'AgriCalPay. Un autre type de feedback très intéressant, c'est que ils voient aussi l'avantage d'un outil technologique, numérique, qui leur permet de pouvoir se focaliser véritablement sur leur day-to-day et leur activité d'agriculteur et ne plus avoir besoin, par exemple, d'effectuer de longues distances pour aller encaisser un chèque, etc. Un autre type de retour d'expérience qu'on a eu de la part de nos clients, c'est aussi la collection donc, des fonds.
Comme je le mentionnais, l'AgriCalP utilise des smart contracts, donc ça permet aussi de formaliser la relation entre les agriculteurs et donc leurs distributeurs, les industriels, etc. Et donc cela permet aussi d'améliorer, on va dire, le taux et la rapidité des paiements entre les différents acteurs de la chaîne, puisque parfois la collecte pouvait être difficile. Il fallait aller plusieurs fois pour l'agriculteur à la rencontre de leurs clients, des distributeurs, etc. Aujourd'hui, avec l'AgriCalP, ils ont un outil qui permet vraiment de déclencher les paiements plus facilement puisqu'on a une intégration aussi avec toute la chaîne intégrée et ça permet donc de déclencher les paiements plus rapidement, plus facilement, etc. Et pour les agriculteurs donc de s'y retrouver en recevant donc leur paiement à temps. Je vais rester avec vous, Pascal. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l'opérationnalisation de ces services? Alors, la principale difficulté, et j'ai commencé un peu à le mentionner, si on peut aller sur la prochaine slide, c'est vraiment au niveau de l'éducation, éducation financière et l'adoption de nouvelles technologies donc, par les agriculteurs. Donc, ce sont Je suis désolée, je m'excuse, je vous coupe. C'est toujours les slides d'Ibiza. Il faudrait, je pense, remonter peut-être sur le deck de Pascal. Voilà. Ok, juste avant. Oui, voilà, effectivement. Donc, c'est ce que je disais. Donc, les principales difficultés que l'on rencontre, elles sont liées vraiment à l'éducation. Et les trois points qui sont liés ici, qui sont indiqués ici, sont vraiment liés à tout ce qui est éducation financière des agriculteurs, adoption de la technologie, etc. Donc, ce sont des populations qui sont habituées donc à des méthodes traditionnelles en termes d'utilisation des paiements, donc beaucoup d'utilisation du cash. Dans les transactions aussi bien d'achat que les transactions de vente. Peu d'utilisation finalement de la technologie parce que ben, pour différentes raisons et aussi comme le mentionnait Massimo, ben, l'infrastructure n'aide pas forcément à utiliser la technologie. Et donc, une grande partie du travail que nous avons eu à effectuer avant même le lancement de l'AgriCalP, ça a été l'éducation, aller à la rencontre des agriculteurs, leur expliquer quel était le produit, construire le produit avec eux, même construire le produit avec eux, leur expliquer comment l'utiliser, les avantages qu'ils retrouveront en utilisant ce produit. Comment est-ce qu'il les aidera à mieux servir leurs clients, à mieux opérer, etc. Et donc, on est allé à la rencontre de ces agriculteurs. On a fait énormément de déplacements, justement. On a travaillé avec les coopératives agricoles, des clusters pour effectuer toutes ces activités de sensibilisation auprès des agriculteurs afin de leur faire comprendre que l'AgriCalP pourra vraiment leur être utile. Donc, c'est un outil technologique, mais la présence humaine est importante parce que avant d'arriver à cette adoption de la technologie par les agriculteurs, il est véritablement important de pouvoir être auprès d'eux, les accompagner, leur montrer en quoi l'outil pourra les aider. Il y a d'autres types aussi de difficultés qu'on a pu rencontrer et qu'on peut rencontrer. Un des objectifs de l'AgriCalP, c'est que la solution soit abordable et même à coût réduit, voire zéro pour les agriculteurs. Donc, par exemple, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un système qui fonctionne, on dit en close loop. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du système, c'est-à-dire l'achat d'intrants, la vente, etc., il est à coût zéro pour les agriculteurs parce qu'on souhaitait aussi encourager les agriculteurs à utiliser l'outil et qu'ils ne soient pas pénalisés dans leur coût d'achat ou coût de vente en utilisant l'outil. Donc, les coûts pour les agriculteurs sont véritablement très faibles. Ce n'est que lorsqu'ils ressortent de l'argent du système que véritablement ils payent une commission, mais tant que l'argent reste dans le système, le coût est très faible. Et donc, ça veut dire coût faible, mais investissement important. Comme j'ai dit, on a dû rencontrer les agriculteurs, etc. Donc, ça, ce sont des défis auxquels on est confronté. Et pour cela, donc, nous, on essaye de travailler avec des partenaires financiers, des donateurs, pour aussi obtenir des ressources qui permettent à nos services de rester accessibles. Et puis, un dernier défi, mais ça a déjà été mentionné
par Massimo, c'est vraiment au niveau infrastructure, connectivité Internet, les infrastructures limitées, notamment dans les zones rurales, ça rend difficile l'utilisation de ces solutions. Mais pour ça, nous, on utilise donc des technologies simples. J'ai mentionné du SSD et accessibles qui nous permettent donc de pouvoir fournir nos services malgré ces freins infrastructurels. Mm. Merci Pascal. Et désolé Anouche, je crois qu'il faudra revenir au slide de Manon parce que j'ai la même question pour elle. Est-ce qu'il y a des difficultés principales que vous rencontrez dans l'implémentation et l'opérationnalisation de vos services à Ibiza? Alors oui, alors peut-être parce que sur le retour d'expérience, j'ai pas répondu non plus, donc je vais peut-être juste prendre l'opportunité de répondre ici sur un exemple concret. Donc je vous ai listé ici avant d'aller sur les difficultés, quelques exemples de solutions qu'on a développées. Celui que vous voyez en haut là, Climate Cash, donc c'est quelque chose qu'on a développé à la toute fin 2024 avec notre partenaire Vision Fund. Et donc, c'est un programme en fait assez novateur qui vise à renforcer la résilience financière des communautés exposées aux catastrophes climatiques. Donc, c'est une espèce de suite de solutions. Donc, c'est inspiré du modèle d'assurance de santé Hospicash. Et du coup, pareil, Climate Cash repose sur un mécanisme d'assurance paramétrique qui déclenche aussi automatiquement des indemnisations dès qu'il y a des seuils prédéfinis qui sont atteints lors d'une vague de chaleur ou d'inondation. Et donc, pareil, ça garantit une aide financière immédiate avant même que la situation en fait ne s'aggrave. C'est un programme qui a été déployé de manière pilote au Kenya, qui constitue une avancée assez majeure pour aider à des communautés vulnérables. Et c'est quelque chose qu'on va essayer d'étendre en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'était mon point sur les différents solutions. Sur la partie, effectivement, peut-être en termes de difficultés, donc là, il faudra descendre dans les slides, je pense, Anouche. Voilà, donc au niveau des difficultés, je pense que la première difficulté, nous, qu'on a à Ibiza, parce que généralement, quand on arrive dans les pays, on est sur des projets pilotes, puisque de toute façon, on est toujours en partenariat avec les assureurs. Donc, on teste des choses, on élabore, on essaye aussi de bien comprendre notre terrain, on essaye d'être en lien avec les éleveurs et les agriculteurs locaux. Je prends un exemple, par exemple, au Sénégal, où on travaille avec le réseau RBM, le réseau des éleveurs pastoralistes. Donc, c'est très important pour nous de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et du coup, je pense qu'un des principaux défis qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le scaling ou le passage à l'échelle. C'est-à-dire que nos solutions et que ces produits d'assurance soient adoptés de manière plus massif par un nombre plus grand pour voir en fait un résultat sur le terrain. Et ça, en fait, c'est aussi lié grandement à une question de sensibilisation et vraiment de compréhension sur l'assurance. Donc, on passe aussi beaucoup de temps à expliquer ce que c'est l'assurance paramétrique, l'intérêt de l'assurance à travers notamment des réunions sur le terrain. C'est pour ça qu'on a des équipes aussi locales, des vidéos éducatives et ce genre également aussi de webinaires. Donc aussi merci à Portail FinDev et Microsave de donner l'opportunité de mettre en lumière de telles solutions. Mm. Merci Manon. Massimo, c'est à votre tour de nous parler des difficultés que vous rencontrez dans l'implémentation des instruments que vous développez. Ok, donc je vais faire un peu le suivi de la réponse que j'avais commencé avant. Parce que ce que nous faisons au-dedans de la FAO, c'est effectivement, comme j'étais en train de dire, introduire et encourager l'adoption des nouveaux pratiques et nouveaux instruments tels que l'assurance paramétrique, tels que l'agriculture de précision, l'utilisation de satellites, mais aussi l'utilisation des semences qui sont plus résistantes au changement climatique. Et pour faire cela, la FAO organise soi-disant champs écoles des producteurs, qui sont un type de formation qui
disons, qui se déroule dans un champ tout au long d'une saison de culture. Il y a des facilitateurs avec des différentes expertises et dans la champ école des producteurs, les producteurs cultivent ensemble plusieurs parcelles, non? Une parcelle conduit selon les pratiques habituelles et une parcelle où ils expérimentent des techniques liées à des bonnes pratiques agricoles, par exemple. Et c'est là qu'on introduit des nouvelles pratiques. Un de ces pratiques, c'est l'agriculture intelligente face au climat, qui est une approche qui permet de réorienter les systèmes agricoles dans le but d'assurer la sécurité alimentaire face au changement climatique et qui a normalement trois objectifs. D'un côté, l'augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles. Le renforcement de la résilience face aux impacts des changements climatiques et aussi la réduction et ou la suppression des émissions de gaz à effet de serre. Et pour faire cela, on travaille avec partenaires publics et partenaires privés. Et bon, le gouvernement, c'est la contrepartie principale avec laquelle nous travaillons, mais aussi des autres bailleurs et aussi des autres sociétés privées. Et les difficultés, il s'agit de difficultés qu'on avait commencé à expliquer, non? C'est une question de durabilité parce que ces champs écoles paysans vont terminer un jour. Et donc, c'est là que les services publics doivent intervenir avec les services de vulgarisation, mais les vulgarisateurs, ils ne sont pas là. Il faut les investir sur la vulgarisation. Il y a le problème de l'accès au crédit. Et donc, il faut identifier des manières pour surmonter ce type de problèmes à travers des subventions, ou subventions graduelles ou des crédits subventionnés qui graduellement deviennent crédits commerciaux et tous ces types des interventions. Mm. Je vais rester avec vous pour ouvrir un peu plus le débat. Mhm. Nous avons suivi avec Ibiza, avec Agricap-P, des solutions qui ont utilisé la technologie pour développer les services. Alors, comment les innovations technologiques utilisées pour la protection, utilisées aujourd'hui pour la protection des agriculteurs? Comment pensez-vous qu'elles devraient évoluer et comment pourraient-elles leur être plus bénéfiques? Mm. C'est une question centrale. En fait, on parle de l'assurance paramétrique, ça fait déjà 15 ans, 21 ans. Mais c'est très difficile à implémenter pour toutes les raisons dont on avait parlé jusqu'au présent. Je crois que la chose la plus importante, c'est ce que Pascal disait, construire, développer les produits sur les paysans, avec eux. Il faut les désigner avec eux, il faut aller auprès les petits exploitants au début du cycle de formulation du produit, parce qu'ils puissent comprendre de ce qu'on parle, ils puissent être capables de lire ce que leur téléphone, par exemple, montre et quel type d'interaction ils peuvent avoir avec ce type de produits. Il faut faire de l'éducation financière, on en a parlé, il faut faire aussi des pilotes avec eux. Parce que les problèmes et les risques, et je l'ai vu dans pas mal de pays, on introduit des produits numériques, par exemple, qui sont très intéressants, qui sont super innovants, mais finalement, les petits exposants, ils ne peuvent pas l'utiliser. Et ça augmente l'exclusion, ça augmente le digital divide, le digital gap. Et ça parce que pour tous les problèmes dont on a parlé jusqu'au présent, la manque d'infrastructure, la manque d'accès à la formation et la manque d'accès aux ressources financières. Donc, je crois qu'en termes d'évolution de ces produits, il faut continuer à faire de la recherche sur les cas les tous les plus intéressants, y inclut Ibiza, y inclut AgriCalPay, que je connais très bien. Et en même temps, il faut penser à des processus d'introduction de ces produits qui soient graduels, subventionnés au début, pour faire si que les exploitants peuvent l'adopter sans devoir disons, investir sur cela et ensuite les vendre sur les marchés, comme j'ai dit l'exemple des semences améliorées, et devenir graduellement client des institutions financières ou des microfinances. Parce que là, il faut leur donner la possibilité d'utiliser cette approche et ces services d'une manière permanente et constante.
Et est-ce que vous avez un conseil pour les agriculteurs, les petits agriculteurs eux-mêmes, pour les aider à être plus résilients? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Écoute, dans ma expérience, ce que je vois est que les agriculteurs, ils sont déjà résilients. Ils sont beaucoup résilients. Et ils sont les plus averses au risque du monde. C'est pas eux qui décident, hein, comment gérer les risques. Parce que les risques sont là, ils les connaissent déjà. Ils connaissent très bien les types de produits qu'il faut produire. Ils ont besoin d'appui en termes de ressources. Je suis désolé, mais c'est les mots que je vais répéter un peu plus, et c'est ça qu'on cherche de faire de notre côté. Et parce que ils ont besoin de savoir que s'il y a une perte, il y a immédiatement un remboursement pour replanter leurs produits. Ils doivent être mis dans la possibilité de diversifier leur production, quelque chose il fait déjà. Mais de temps en temps, ils préfèrent disons, s'enfoquer sur un produit en particulier parce que les marchés, il y a une demande plus grande pour ce type de produits agricoles. Mais la chose la plus importante est, on parle ici des biens publics. L'assurance, c'est un bien public, à mon avis. Le crédit, c'est un bien public au début. Donc, c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Je n'ai aucun conseil à donner aux petits exploitants, mais c'est plutôt au gouvernement, qui, encore une fois, c'est la contrepartie principale de l'organisation, d'une organisation comme la FAO, et au secteur privé pour vraiment créer un environnement disons, qui facilite ce type d'investissement, qui facilite l'adoption de ce type de produits et qui met en condition les paysans de l'utiliser d'une manière constante, ainsi qu'ils puissent créer des revenus et repayer les crédits et devenir clients, clients comme tous les autres clients, clients des institutions financières. Hmm. Merci bien, Massimo. Alors, Manon, est-ce que en utilisant les services d'Ibiza, les agriculteurs, les petits agriculteurs font face à des risques? Si oui, quels sont-ils et comment vous les aidez à les minimiser? Oui, merci Elisabeth. Euh, je dirais pas des risques directement, puisque encore une fois, Ibiza est une plateforme technique et nous, on s'associe aux assureurs pour proposer un produit d'assurance. Donc, en vérité, le risque effectivement que ces petits éleveurs vont prendre, c'est peut-être alors souscrire à la police d'assurance et la payer. Je rejoins ce que Massimo disait sur des mécanismes aussi de soutien et d'incitation. Si je prends par exemple le Sénégal, par exemple sur un pays sur lequel on a travaillé, le gouvernement sénégalais sur les polices d'assurance pour agricoles prend en charge 50% du coût de la police d'assurance, par exemple. Donc, si par exemple la police d'assurance coûte 10 000 francs CFA, le petit agriculteur, je pense aux éleveurs pastoralistes avec lesquels on a travaillé dans le Nord, vont payer 5 000 francs CFA. Donc, effectivement, tous ces points-là sont importants. Mais le vrai sujet pour nous à Ibiza, et c'est ce que disait Massimo, parce que les éleveurs et les petits agriculteurs connaissent très bien les risques et connaissent extrêmement bien le terrain. Donc, il faut les écouter et du coup, il faut qu'il y ait une parfaite adéquation entre les produits d'assurance paramétrique et les besoins spécifiques des agriculteurs. Et donc, ça veut dire aussi pas arriver avec un produit et dire bah, c'est comme ça, mais tester, écouter, évaluer, changer. Et donc là, si on peut aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Anouche. Voilà. Oui, non, juste avant. La photo, non, juste avant. Voilà, voilà. Je voulais donner un exemple très concret. Donc là, on est à Namarel, on est avec les éleveurs pastoralistes au Sénégal. Et ce qui se passe, c'est que on arrive au Sénégal en 2022 avec Ibiza sur un produit d'indice de pluie. Donc de calcul de niveau de pluie dans les zones du Nord. On crée ce produit en faisant une analyse avec les données satellitaires au niveau du département. La saison 2022 se passe avec des situations de sécheresse, mais pas trop extrêmes. Et puis, ces calculs qui sont faits au niveau des zones du département. Et finalement, on termine la saison avec
peu de seuils déclenchés, donc peu d'indemnisation. Donc, effectivement, aussi des questionnements auprès de ces éleveurs pastoralistes qui disent, bah, on a souscrit une assurance, mais en même temps, on n'a peut-être pas eu une indemnisation. Donc, on discute avec eux, on revoit la saison. On discute également avec l'assureur local, la CNAS, l'assureur agricole. Et sur la saison 2023, eh ben, on a revu le produit pour aller sur un détail encore plus précis. Donc là, on a fait une analyse non pas au niveau du département, mais au niveau des communes, qui est le niveau le plus fin au niveau des données satellitaires où on peut aller. Et là, effectivement, sur la saison 2023, qui était aussi une saison extrêmement difficile avec beaucoup de sécheresse, d'aller à ce niveau de détail encore plus fin, bah là, il y a eu effectivement de nombreux seuils qui ont été déclenchés et donc aussi des indemnisations. Donc, je rejoins tout à fait Massimo sur les risques qui, en fait, peuvent être extrêmement réduits si déjà on est à l'écoute des petits producteurs à la base et qu'on revoit et qu'on amende les produits et solutions qu'on propose. Hmm. Et vous avez évoqué le soutien, par exemple, que vous avez eu du gouvernement au Sénégal. Est-ce qu'il y a d'autres aspects où vous pensez que les organisations gouvernementales et ou non gouvernementales internationales pourraient vous aider pour que vos services puissent être plus scalables ou encore mieux utilisés auprès de ces agriculteurs? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été assez fondamental pour Ibiza, qu'on appelle les partenariats publics-privés, où effectivement on va travailler avec un partenaire privé, donc généralement c'est l'assureur local, et un partenaire public, donc soit voilà, une banque de développement, soit une grande ONG, voilà, qui va nous permettre en fait au départ de mener dans les pays dans lesquels on arrive un projet pilote. Et en fait, le projet pilote, il a vraiment vocation pas être sur des grands chiffres ou des grands rendements, mais vraiment à tester encore une fois le produit et à comprendre ce qui se passe et du coup à l'adapter. Et donc ça, je pense que c'est assez fondamental, c'est de bien comprendre son environnement et surtout de voir comment le produit réagit dans l'environnement. Donc ça, c'est assez fondamental et ça nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup, Manon. Et je vais finir avec vous, Pascal. Même question. Y a-t-il des risques pour un petit agriculteur lambda d'utiliser Agriculture? Alors, ma réponse va être un peu similaire à celle de Manon. Il n'y a pas vraiment de risque à utiliser la solution Agricalpay. Donc, effectivement, c'est une solution numérique, technologique. Donc, il peut y avoir des risques liés, par exemple, on est dans des questions de paiement, donc il peut y avoir des risques liés à la cybersécurité ou ce type de choses, comme dans tout paiement électronique. Mais ce sont des choses qui sont contrôlées. L'Agriculpay repose vraiment sur une solution qui est existante, prouvée, au Bénin notamment, qui opère déjà depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à ce niveau. Mais les agriculteurs sont malgré tout confrontés à de nombreux risques. Et je souhaiterais ici un peu expliquer en quoi l'Agriculpay peut vraiment utiliser et aider les agriculteurs à minimiser ces risques. Et une des difficultés que rencontrent les agriculteurs, et ça a été mentionné au cours de ce webinaire, c'est que ils ont très peu d'accès au financement. Ils ont un accès très limité pour différentes raisons au financement. Et l'objectif d'Agriculpay, c'est aussi de les aider à avoir accès au financement et à des prix plus abordables. Mais nous, en tant qu'Agriculpay, on n'a pas vocation à se substituer aux IMF ou aux banques, etc. Nous, notre fonctionnement, c'est vraiment de travailler en partenariat avec ces acteurs. Donc, on a une plateforme je le mentionnais, on utilise différentes technologies avancées telles que l'IA, blockchain, etc. Et ces technologies nous permettent de collecter des données auprès des agriculteurs, des données en termes de collecte de fonds, en termes de dépenses, en termes de gestion de fonds, en termes de gestion de liquidité, d'habitude, etc.
Et ce sont des données qui sont utilisées ensuite, qui seront utilisées avec, en collaboration donc avec les institutions de crédit, IMF, banques, etc., pour pouvoir ensuite donner accès aux prêts aux agriculteurs à des taux d'intérêt qui sont plus, on va dire, confortable pour les agriculteurs et beaucoup plus en accord avec leur activité et qui permettra donc à ces petits exploitants qui ont souvent pas d'historique de crédit formel ou accès à des crédits de pouvoir véritablement entrer dans le système financier formel et de pouvoir avoir accès à ces prêts. Donc, plus qu'un risque, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on a une plateforme qui sert un peu d'intermédiaire entre des institutions financières, institutions de crédit et les agriculteurs pour pouvoir leur permettre d'avoir accès plus facilement à des prêts, à du crédit, qui sont les problématiques vraiment auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui et vraiment une des difficultés qu'ils rencontrent. Ok. Et voyez-vous des synergies possibles entre tous les offreurs de services financiers destinés aux petits exploitants aujourd'hui? Agriculture, par exemple, propose l'accès au crédit et l'accès à l'épargne. On a Ibiza qui propose de l'assurance à travers, bien sûr, les assureurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des synergies qui sont possibles à travers toutes ces entreprises-là pour offrir de meilleurs services aux petits agriculteurs? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment la vocation d'Agriculpe. Au-delà d'être un porte-monnaie électronique, on est véritablement une plateforme qui intègre différents stakeholders, qui intègre différents types d'acteurs pour pouvoir faciliter et donner un meilleur accès à tous les services de financement, paiement, etc., aux agriculteurs. Donc, nous, on a des intégrations aujourd'hui avec des services de mobile money au Bénin. On est en discussion aussi avec des institutions de microfinance, avec des banques, etc. Donc, pour intégrer tous ces acteurs sur la plateforme Agricalpe, et on sera aussi amené à l'avenir, je pense, à discuter avec des plateformes du type Ibiza pour intégrer aussi des solutions d'agriculteurs paramétriques. Mais aujourd'hui, donc, on travaille avec ces acteurs financiers, mobile money, banques, institutions de microfinance, en discussion avec eux pour pouvoir les intégrer à la plateforme et pour pouvoir donc faciliter d'une part l'accès au financement, l'accès aux prêts, comme je l'ai mentionné, via aussi, donc nous, on apporte des informations qui serviront à ces agriculteurs, donc via le partage de données, etc. Donc, on pourra mieux collaborer avec ces institutions qui ensuite pourront mieux comprendre les besoins des petits exploitants euh, agricoles. Mais aussi, donc, en travaillant avec ces différents acteurs, ça permet aussi de développer un réseau d'acceptation de paiement qui permettra aussi aux agriculteurs, qui permet aux agriculteurs, lorsqu'ils en ont besoin, de pouvoir retirer de l'argent, de pouvoir encaisser des paiements, etc., et de pouvoir être véritablement être intégrés financièrement à la chaîne de paiement au Bénin et dans le futur, donc dans d'autres pays. Donc, pour nous, les synergies et les alliances sont vraiment importantes. La solution Agricalp ne peut pas fonctionner en stand-alone. On n'a pas vocation à être un acteur de crédit, mais plutôt être un acteur qui travaille avec l'ensemble des acteurs existants pour pouvoir créer une zone d'acceptation de paiement qui puisse servir vraiment les agriculteurs et surtout les petits exploitants. Merci beaucoup, Pascal. Et merci, Manon. Merci, Massimo. Donc, on retient que les changements climatiques sont réels. Les risques sont réels aussi. Et nos petits agriculteurs, notamment en Afrique de l'Ouest, ont commencé à ressentir les effets. Par contre, il y a de l'espoir parce qu'il y a des actions intéressantes qui sont mises en place et implémentées dans la sous-région, soit par des entreprises privées, initiatives privées, soit à travers des partenariats publics-privés ou par des organisations internationales. On a des défis qu'il faut relever, notamment l'accès au crédit, l'accès à l'assurance climatique. Et des entreprises comme Agriculpe et Ibiza nous ont montré qu'est-ce qu'ils ont développé comme service et qui facilite le développement de la résilience de nos petits agriculteurs. Donc, je vais repasser la parole à Anouche
Merci, chers panélistes. Anouche, on peut prendre des questions du public. Merci à tous. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cet échange et merci à nos trois intervenants. Donc, on va maintenant passer à la session de questions et réponses. Donc, on a déjà beaucoup de questions, mais si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je souhaiterais commencer avec une question pour Massimo. Massimo, est-ce qu'il y a des défis concernant le règlement bancaire ou législatif ou le cadre réglementaire pour déployer des produits de crédit innovants? Oui, bien sûr, il y en a. Ils sont différents dans les différents pays. Je dirais que les principales, c'est la garantie. Parce que la réglementation de la plupart des pays demande aux banques ou aux institutions financières, s'ils sont réglés sur la même loi, de demander de la terre comme forme de garantie. Et comme tout le monde le sait, la propriété de la terre est très difficile à démontrer dans la plupart des pays, s'il existe. Et, même quand il existe, ils ne sont pas les exploitants qui sont les propriétaires de la terre. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. Il y a des pays, pas vraiment en Afrique subsaharienne, que je sais, mais par exemple au Maroc, où ils ont travaillé pour éliminer ou pour faire si que la garantie pourrait être fournie sans avoir la terre à disposition ou en donnant une concession temporaire pour la terre, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais l'autre problème, c'est que disons, les banques agricoles ou les institutions de microfinance, comme j'étais en train de dire, euh, dans la plupart des pays, sont réglés par la même loi, non, des banques. Et donc, ils ont des conditions très étroites pour octroyer les, les, le crédit pour des questions prudentielles qui font du sens. Hein. C'est pas moi qui dis qu'ils font pas du sens, mais le problème, c'est que les IMF ou les banques agricoles ou les banques des villages, ils doivent avoir un peu plus de flexibilité dans la manière d'octroyer les crédits et le crédit et les autres services, hein, inclut le service d'assurance, par exemple. Donc oui, il y a des problèmes de réglementation. Mais en général, dans ma expérience, je dirais, c'est pas vraiment la réglementation le problème. Hein. Le problème, comme j'étais en train de dire, c'est que l'agriculture, c'est pas un secteur très rentable. C'est le plus risqueux et il y a un manque de connaissances au niveau des institutions financières. Merci beaucoup, Massimo. J'ai maintenant une question pour Manon de Ibiza. Donc, on a eu plusieurs questions sur le coût de ce type de service d'assurance, les tarifs. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idée de la tarification et est-ce que c'est abordable, enfin, à quel point c'est abordable pour les petits producteurs? Oui, tout à fait. Merci, Anouche. Merci pour cette question effectivement importante. Ben, c'est ça aussi la spécificité chez Ibiza, c'est que c'est pas, voilà, il y a une telle tarification et ça coûte tel prix. Encore une fois, on essaie vraiment de travailler en très grande collaboration et très proche avec les assureurs. Donc, on définit un produit, on définit un modèle de risque, on définit une police d'assurance. Et en fait, le modèle d'Ibiza va être d'abord un fee technique qui va être inclus en fait dans cette police d'assurance. Et puis également, ça va être lié au nombre de polices, bien entendu, qui sont vendues. Donc, de voir aussi comment le produit fonctionne, s'il fonctionne pas bien ou s'il fonctionne très bien. Ibiza ne sera pas rémunéré de la même manière. Donc, on est vraiment en collaboration avec l'assureur et on ajuste en fait cette tarification par rapport à la police. Merci beaucoup, Manon. J'ai maintenant une question pour Pascal. Donc, une question sur plusieurs questions regroupées sur l'inclusivité. Donc, quelles sont les solutions pour les personnes qui n'ont pas accès au réseau de téléphonie ou alors les personnes qui ne sont pas alphabétisées? Comment vous incluez ces personnes dans votre offre? Ok, c'est une très bonne question. Euh, donc, encore une fois, nous, on utilise une technologie très simple qui se base sur l'USSD et qui ne nécessite pas forcément des téléphones intelligents smartphones.
Et également, donc, bien qu'on soit une solution technologique numérique, la proximité aussi avec les agriculteurs est très importante. Donc, on a mis en place beaucoup d'activités de sensibilisation, mais faites en personne, donc pas via le téléphone ou autre outil numérique, faites en personne avec des personnes qui parlent aussi les langues locales, parce que ça aussi, c'est un point très important. Donc, c'est que beaucoup d'agriculteurs, de petits exploitants s'expriment, dans le cas du Bénin, donc dans des langues locales et pas forcément en français ou autre langue. Et il fallait donc que l'outil AgriCalpé soit aussi adapté à leurs besoins, à leur manière de communiquer, etc. Donc, on a mis en place beaucoup de mesures de sensibilisation avec des personnes donc, qui vont sur le terrain, qui rencontrent les agriculteurs, des groupes d'agriculteurs, qui discutent avec eux, qui leur expliquent comment ça fonctionne, qui effectuent avec eux les transactions, etc., pour que ils prennent possession réellement de l'outil, qui se familiarisent avec l'outil, etc. On a mis en place aussi des communautés, par exemple, via WhatsApp, pour ceux qui utilisent des smartphones, où ils peuvent échanger directement dans les groupes WhatsApp entre eux, partager leur expérience, partager aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés. On a nos animateurs qui sont dans ces groupes aussi et qui les aident, qui les orientent, etc. Et tout cela, en fait, ça facilite l'adoption et l'utilisation de l'outil malgré les difficultés technologiques qui pourraient exister. Merci beaucoup, Pascal. J'ai maintenant une question pour Elisabeth et les autres panélistes. N'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez ajouter quelque chose. Certaines IMF sont limitées de plusieurs façons pour proposer des produits digitaux à leurs clients pour augmenter leur résilience au changement climatique. Est-ce que cela veut dire que l'innovation doit toujours passer par la digitalisation? Si oui, pourquoi? Et sinon, quelles autres formes existent? Merci Anouche pour la question. Donc, je dirais déjà que l'innovation, c'est la création de la valeur et elle n'est pas obligatoirement technologique. Elle peut avoir différentes formes. Elle peut avoir la forme sociale. Il y a dans certaines IMF des développements de produits qui sont adaptés aux besoins des populations. Je vais prendre deux exemples. Un premier exemple qu'on a vu au Mali avec Assila Simé et Solidarité qui ont mis en place, et là c'était une belle synergie et un beau partenariat entre une ONG et une institution de microfinance, donc qui ont mis en place un système qui permettait d'organiser les populations, notamment les femmes qui sont plus vulnérables dans cette zone-là, en communauté, et de sorte que l'organisation, il y avait une organisation, pardon, qui rassemblait toutes ces communautés-là et qui permettait de revenir sur l'ensemble des besoins des membres de la communauté. Et c'est cette organisation qui avait donc pour rôle de travailler en synergie avec les institutions de microfinance et développer un produit adapté, avec des conditions adaptées et que ce soit en termes de taux d'intérêt, que ce soit en termes de garantie, adapté au niveau et aux conditions des membres de l'organisation. Donc ça, c'était une innovation dans ce sens-là qui permettait à ces petites agricultrices non seulement de bénéficier d'une formation orientée par rapport au type de culture qu'elles pratiquaient, mais aussi de pouvoir accéder au crédit et pouvoir mener à bien leur activité et devenir plus autonome par la suite. Il y a aussi un autre exemple que je peux prendre au Bénin avec Renaka, que je crois que beaucoup de personnes connaissent ici, qui ont développé aussi des produits qui leur permettaient de rentrer en contact et d'établir des partenariats avec des producteurs de sources d'énergie alternatives, par exemple, et de sorte que leurs clientes qui sont agricultrices et qui sont en manque d'énergie ou alors qui utilisent des énergies qui sont moins recommandées pouvaient facilement accéder à l'énergie et donc facilement augmenter le rendement de leur culture, soit en utilisant des montages solaires ou alors en ayant des lampes solaires pour leurs propres besoins personnels. Donc, il y a toujours un moyen d'innover à partir du moment où on peut créer de la valeur, à partir du moment où on peut déterminer et opérationnaliser des services qui vont permettre d'alléger les problématiques auxquelles les clients font face. Alors oui, je dirais qu'on n'a pas besoin
seulement d'utiliser la technologie, on peut augmenter cette résilience-là des petits agriculteurs, mais avec d'autres techniques, sans forcément la technologie. J'espère que ça répond à la question de la personne qui l'a posée. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cet éclairage. Je voudrais maintenant passer à une question pour Massimo. Massimo, comment s'assurer que ces innovations sont accessibles pour les agriculteurs les plus vulnérables, donc notamment ceux qui ont peu de moyens ou peu d'accès aux infrastructures? Et est-ce qu'il existe des mécanismes de financement pour aider ces agriculteurs à adopter ces innovations? Bon, comme je viens de dire, la chose la plus importante, c'est de identifier et cibler la population la plus vulnérable, les agriculteurs les plus vulnérables et construire les produits sur leurs besoins. Et, juste pour vous donner un exemple, euh, on a, la FAO, ça fait déjà 10 ans qu'elle donne un cours de formation sur la finance agricole, surtout pour les institutions de la microfinance, avec ADA, Appui au développement autonome, une ONG luxembourgeoise. Et ce qui nous a convaincus qu'il y avait besoin d'un cours sur la finance agricole pour les IMF, pour les institutions de microfinance, c'était que la plupart des institutions que nous, quand nous faisons des projets dans des pays en développement, on rencontrait des institutions de microfinance que nous disions, écoute, nous avons un mandat social. Nous avons l'objectif d'aider les plus pauvres, de servir les plus pauvres avec notre service. Et les plus pauvres, ils se trouvent au milieu rural, ils sont les agriculteurs, les petits exploitants. Mais chaque fois qu'on a essayé à développer des produits pour eux, on a failli complètement. Et donc, on est retourné vers le secteur urbain parce que disons, solide, c'est plus sûr. C'est là qu'on a compris que il faut travailler avec les institutions financières pour leur donner, disons, les instruments pour comprendre que l'agriculture, c'est complètement différent. C'est un secteur complètement différent. On ne peut pas maintenir le status quo des produits et services offerts au niveau urbain ou semi-urbain, mais il faut, disons, développer quelque chose de nouveau. Et pour faire ça, on les soutient dans, tout d'abord, faire une analyse des marchés agricoles avec eux. Donc, on travaille avec les institutions microfinance et aussi avec les banques commerciales pour faire une analyse des marchés financiers et leur montrer qu'il y a des opportunités rentables de financement, mais il faut trouver des manières différentes pour y arriver. Et alors, lorsqu'on a identifié ces opportunités, on développe avec eux des produits qui sont vraiment ciblés sur les besoins, adaptés aux besoins de la cyclicité des produits, de la manque de garantie, de le cash flow de ces types de clients, que c'est quelque chose, encore une fois, complètement différent. Alors, financer l'agriculture, c'est plus cher que financer les autres secteurs. C'est pour ça qu'il faut être un grand banque qui investe l'argent qu'ils font dans des autres secteurs, qui réinvestent ces argents, ou il faut trouver des partenariats publics-privés, dont on a parlé beaucoup aujourd'hui justement. Parce que, par exemple, on a défini des schémas de collaboration avec les autres acteurs des chaînes de valeur pour, disons, pour diminuer les risques et distribuer les risques parmi les différents acteurs. Donc, on travaille déjà avec les acheteurs, on travaille avec les commerçants, on travaille avec les transformateurs, les grossistes, tous ensemble, parce que tous ces acteurs ont besoin d'acheter du produit du côté des petits exploitants, mais il faut partager les risques. Sinon, les risques finalement sont tous sur les petits exploitants. Donc, à travers ce type de schéma, on essaie de développer des produits et surtout des processus nouveaux. Il y a récemment, j'ai vu pas mal des expériences des banques ou coopératives de crédit pionnières, disons, qui ont formulé, qui ont développé ce type de produits avec cette approche, disons, oublier complètement le crédit ordinaire et concevoir quelque chose de totalement nouveau. Et c'est là qu'il s'inscrit, je crois, l'introduction de produits numériques
Je crois que la question avant, c'était est-ce que l'octroi des produits digitaux numériques doit suivre la digitalisation de l'institution lui-même? Oui, je crois que c'est obligatoire. Parce que si tu as une institution qui toujours registre manuellement le flux de casse de chaque client, on ne peut pas donner des produits digitaux, ça va sans dire. C'est un processus, mais c'est un processus qu'il faut, où il y a besoin des investissements privés, mais aussi, comme je viens de dire, du soutien public, surtout au début. Si on a comme objectif, disons, globalement, de, disons, incrémenter ou augmenter l'accès au financement pour tous les acteurs de chaîne de valeur, y inclut les petits, il faut vraiment investir sur cela et donner tous les instruments nécessaires. Merci beaucoup, Massimo. Je vais enchaîner avec Manon, donc de Elisa. Manon, j'aurai deux questions pour vous. Euh, Est-ce que les critères déclenchant les remboursements d'assurance paramétrique sont définis par filière agricole? Et dans le cas où certains satellites sont moins précis que d'autres, comment est-ce que vous mitigez cela? Ok, merci beaucoup. Euh, alors, effectivement, on va être généralement par filière agricole, parce qu'effectivement, on ne va pas couvrir de la même manière voilà, du bétail ou du maïs, etc. Donc, effectivement, ça va être par filière agricole. Après, on peut avoir aussi des espèces de regroupements, puisqu'avec Ibiza, on travaille donc avec les assureurs locaux et on travaille aussi beaucoup avec les coopératives. Donc du coup, c'est un peu, il n'y a pas une réponse oui ou non. On va dire que ça dépend de la situation et ça dépend de comment on travaille avec les assureurs. Mais généralement, effectivement, ça fait du sens que ça soit par filière agricole. Sur la question des satellites, alors dire que certaines données sont plus fiables que d'autres, je ne sais pas, je ne pense pas. Après, c'est la manière effectivement dont comment les données sont collectées et comment elles sont traitées. Euh, on a des gens très performants chez Ibiza et c'est ça qui fait, je pense aussi, la différence. Après, si je suis un petit peu plus concrète et je reviens par exemple sur les produits qu'on avait développés au Sénégal, euh, on est arrivé au départ en questionnement sur, OK, un produit d'assurance indicielle basé sur la pluie, mais peut-être est-ce que ça va pas être assez précis pour ces éleveurs pastoralistes qui sont donc nomades et qui bougent. Et donc, l'idée était de se dire, on pourrait avoir un indice qui est basé sur des données pluviométriques et en compensation basé aussi sur ce qu'on appelle l'indice de végétation, donc le NDVI, qui lui est un indice aussi avec des données satellitaires qui permet d'observer ou pas la densité de la végétation. Donc on peut avoir aussi certaines données qui sont mixées pour affiner l'indice et donc affiner le niveau de risque et la police d'assurance. Mais là, forcément, on rentre aussi dans des niveaux de complexité qui sont plus importants et qui, du coup, aussi peuvent rendre la police plus chère. Donc, des fois, il y a tout de même un arbitrage à faire, notamment quand c'est comment dire, les premières années du produit, pour dire, OK, peut-être on fait plus simple, mais on fait aussi plus effectif, et au fil des années, le produit peut être revu. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Manon. J'ai maintenant deux questions en une pour Pascal. Donc, Pascal, est-ce que AgricalPay est interopérable avec des systèmes de paiement au Bénin et au-delà, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que vous travaillez en parallèle avec des IMF ou alors est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Ok. Donc le premier point, Agricalpay au Bénin.
Technologiquement, ça repose sur une plateforme qui est un agrégateur de paiement qui s'appelle Kakia Pay au Bénin. Et donc, ça nous permet d'être interopérable avec les mêmes systèmes de paiement, en fait, avec tous les paiements qui sont intégrés à la solution Kakia Pay. Et donc, ça veut dire tous les opérateurs de mobile money qui sont au Bénin, des acteurs financiers, institutions de microfinance, etc. Donc, je disais plutôt AgriCalPay, il fonctionne, c'est une solution qui fonctionne de manière close loop, donc pour permettre aux agriculteurs d'acheter leurs intrants, mais aussi de vendre leur production. Mais c'est un porte-monnaie électronique qui peut aussi être utilisé en dehors du système AgriCalPay. Donc ça veut dire que lorsque un agriculteur reçoit un paiement d'un industriel et ensuite l'utilise pour acheter des intrants ou effectuer d'autres opérations financières. Grâce aux intégrations que nous avons avec des systèmes de paiement externes, ça permet aussi à l'agriculteur de pouvoir retirer ses fonds ou les transférer, par exemple, vers un opérateur de mobile money et effectuer d'autres types d'opérations avec cet opérateur de mobile money. Donc, AgriCalPay est vraiment intégré au système de paiement aujourd'hui au Bénin et on espère que ça sera le cas dans d'autres pays prochainement pour pouvoir offrir une expérience de paiement seamless aux utilisateurs du service. Concernant la deuxième question, nous, on a vocation vraiment à travailler avec les IMF. On ne veut pas se substituer aux IMF. D'ailleurs, nous, on n'a pas de licence de crédit, on n'a pas vocation à le faire, mais on souhaite travailler avec les IMF et il y a eu des interventions très intéressantes de Massimo et Manon sur le fait aussi que ces IMF ou ces banques, etc., aujourd'hui, ont du mal à travailler avec les agriculteurs pour différentes raisons, etc. Et ce que permet à AgriCalPay, c'est de fournir des informations, de la donnée, tout type de données qui pourra être ensuite utilisées par les IMF pour offrir via la plateforme AgriCalPay des solutions de financement, etc. Donc, effectivement, AgriCalPay est une plateforme qui offrira donc des solutions de financement, mais qui ne sont pas déconnectées de celles qu'offrent les IMF, puisqu'on travaille de concert avec ces IMF pour concevoir ces offres de financement. Merci beaucoup, Pascal. Et donc, j'ai une dernière question pour Elisabeth avant de finir ce webinaire. Donc, Elisabeth, les effets du changement climatique ne se limitent pas aux précipitations. Comment prenez-vous en compte les autres effets? Merci pour ça. Je vais pas aller très loin. Je vais pas être très loin. Juste dire que déjà, il y a la gestion de l'eau qui est importante, mais pas que. Il y a par exemple des semences qui sont sélectionnées et qui sont des semences que les agriculteurs peuvent utiliser, qui leur garantissent plus de productivité, mais aussi qui sont adaptées à certaines zones, notamment dans la zone d'Afrique de l'Ouest, aux zones du Sahel. Il y a aussi les pratiques qui sont inculqués aux petits agriculteurs. Par exemple, la combinaison de plusieurs cultures en même temps qui se soutiennent ou alors le changement de culture pour éviter ou ralentir la dégradation du sol. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça qui sont qui sont développés et des actions qui sont mises en place. C'est pas que lié aux précipitations et à la gestion de l'eau. C'est ce que je voulais rajouter rapidement. J'espère qu'on aura le temps, peut-être à une autre occasion, d'aller plus en profondeur. Merci Anouche. Merci à tous. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, notre webinaire est maintenant terminé. Donc, je tiens à remercier chaleureusement nos quatre intervenants donc, pour ce partage d'expériences très riche. On a eu énormément de questions, donc merci également à l'audience pour votre participation active. Donc, malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais on reste en contact. Je vais afficher nos adresses email sur l'écran. Donc pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre donc, sur le portail FinDev pour retrouver articles de blog, offres d'emploi, événements et publications sur la microfinance et la finance inclusive. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter donc, pour recevoir toutes ces infos par email. Je vous invite également à consulter le travail de notre partenaire Microsoft Consulting sur leur site internet.
donc qui apparaît à l'écran, microsave.net/fr. Vous pouvez également les contacter directement par email à l'adresse contact@microsave.net. Donc, vous recevrez par email l'enregistrement et le PDF de ce webinaire donc d'ici quelques jours. Un petit sondage donc apparaîtra à la suite du webinaire donc pour que vous puissiez nous donner votre avis et nous donner des idées pour des prochains webinaires qui pourraient vous intéresser. Donc, merci à tous et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci encore à nos intervenants et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci à tous. Merci. Merci Merci. beaucoup à nous et tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Et merci aux Merci. participants. Au revoir.